Chapitre 63 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouin. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 63. Une goutte d'eau. À peine Rochefort fut-il sorti que Madame Bonacieux rentra. Elle trouva Milady, le visage riant. Eh bien, dit la jeune femme, ce que vous craigniez est donc arrivé? Ce soir ou demain, le cardinal vous envoie prendre. Oui, qui vous a dit cela, mon enfant? Demanda Milady. Je l'ai entendu de la bouche même du messager. Venez vous asseoir ici près de moi, dit Milady. Me voici. Attendez que je m'assure si personne ne nous écoute. Pourquoi toutes ces précautions? Vous allez le savoir. Milady se leva et alla à la porte, l'ouvrit, regarda dans le corridor et revint se rasseoir près de Madame Bonacieux. Alors, dit-elle, il a bien joué son rôle. Qui cela? Celui qui s'est présenté à l'abbesse comme l'envoyé du cardinal. C'était donc un rôle qu'il jouait? Oui, mon enfant. Cet homme n'est donc pas... Cet homme, dit Milady, en baissant la voix, c'est mon frère. Votre frère, s'écria Madame Bonacieux. Eh bien, il n'y a que vous qui sachiez ce secret, mon enfant. Si vous le confiez à qui que ce soit au monde, je serai perdue, et vous aussi peut-être. Oh mon Dieu! Écoutez, voici ce qui se passe. Mon frère, qui venait à mon secours pour m'enlever ici de force, s'il le fallait, a rencontré l'émissaire du cardinal qui venait me chercher. Il l'a suivi. Arrivé à un endroit du chemin solitaire et écarté, il a mis l'épée à la main en sommant le messager de lui remettre les papiers dont il était porteur. Le messager a voulu se défendre, mon frère l'a tué. Oh, fit Madame Bonacieux en frissonnant. C'était le seul moyen, songez-y. Alors mon frère a résolu de substituer la ruse à la force. Il a pris les papiers, il s'est présenté ici comme l'émissaire du cardinal lui-même. Et dans 1 heure ou 2, une voiture doit venir me prendre de la part de son éminence. Je comprends. Cette voiture, c'est votre frère qui vous l'envoie. Justement. Mais ce n'est pas tout. Cette lettre que vous avez reçue, et que vous croyez de Madame de Chevreuse. Eh bien, elle est fausse. Comment cela? Oui, fausse. C'est un piège pour que vous ne fassiez pas de résistance quand on viendra vous chercher. Mais c'est D'Artagnan qui viendra. Détrompez-vous. D'Artagnan et ses amis sont retenus au siège de La Rochelle. Comment savez-vous cela? Mon frère a rencontré des émissaires du cardinal en habit de mousquetaire. On vous aurait appelé à la porte, vous auriez cru avoir affaire à des amis, on vous enlevait et on vous ramenait à Paris. Oh mon Dieu! Ma tête se perd au milieu de ce chaos d'iniquité. Je sens que si cela durait, continua Madame Bonacieux, en portant ses mains à son front, je deviendrais folle. Attendez. Quoi? J'entends le pas d'un cheval. C'est celui de mon frère qui repart. Je veux lui dire un dernier adieu, venez. Milady ouvrit la fenêtre et fit signe à Madame Bonacieux de l'y rejoindre. La jeune femme y alla. Rochefort passait au galop. Adieu, frère, s'écria Milady. Le chevalier leva la tête. Il vit les deux jeunes femmes, et tout courant, il fit à Milady un signe amical de la main. Ce bon Georges, dit-elle en refermant la fenêtre, avec une expression de visage pleine d'affection et de mélancolie. Et elle revint s'asseoir à sa place, comme si elle eût été plongée dans des réflexions toutes personnelles. Chère dame, dit Madame Bonacieux, pardon de vous interrompre, mais que me conseillez-vous de faire? Mon Dieu, vous avez plus d'expérience que moi. Parlez, je vous écoute. D'abord, dit Milady, il se peut que je me trompe, et que D'Artagnan et ses amis viennent véritablement à votre secours. Oh, c'eût été trop beau, s'écria Madame Bonacieux, et tant de bonheur n'est pas fait pour moi. Alors vous comprenez, ce serait tout simplement une question de temps, une espèce de course à qui arrivera le premier. Si ce sont vos amis qui l'emportent en rapidité,
vous êtes sauvé. Si ce sont les satellites du cardinal, vous êtes perdu. Oh oui, oui, perdu sans miséricorde. Que faire donc? Que faire? Il y aurait un moyen bien simple, bien naturel. Lequel dites? Ce serait d'attendre, caché dans les environs, et de s'assurer ainsi quels sont les gens qui viendront vous demander. Mais où attendre? Oh, ceci n'est point une question. Moi-même je m'arrête et je me cache à quelques lieues d'ici, en attendant que mon frère vienne me rejoindre. Eh bien, je vous emmène avec moi, nous nous cachons et nous attendons ensemble. Mais on ne me laissera pas partir, je suis ici presque prisonnière. Comme on croit que je pars sur un ordre du cardinal, on ne vous croira pas très pressé de me suivre. Eh bien? Eh bien, la voiture est à la porte. Vous me dites adieu, vous montez sur le marchepied pour me serrer dans vos bras une dernière fois. Le domestique de mon frère qui vient me chercher est prévenu. Il fait un signe au postillon, et nous partons au galop. Mais D'Artagnan s'il vient. Ne le saurons-nous pas? Comment? Rien de plus facile. Nous renvoyons à Béthune ce domestique de mon frère, à qui, je vous l'ai dit, nous pouvons nous fier. Il prend un déguisement et se loge en face du couvent. Si ce sont les émissaires du cardinal qui viennent, il ne bouge pas. Si c'est M. d'Artagnan et ses amis, il les amène où nous sommes. Il les connaît donc? Sans doute. N'a-t-il pas vu M. d'Artagnan chez moi? Oh oui, oui, vous avez raison. Ainsi tout va bien, tout est pour le mieux. Mais ne nous éloignons pas d'ici. À 7 ou 8 lieues tout au plus. Nous nous tenons sur la frontière, par exemple, et à la première alerte, nous sortons de France. Et d'ici là, que faire? Attendre. Mais s'ils arrivent, la voiture de mon frère arrivera avant eux. Si je suis loin de vous quand on viendra vous prendre, à dîner ou à souper par exemple. Faites une chose. Laquelle? Dites à votre bonne supérieure que, pour nous quitter le moins possible, vous lui demanderez la permission de partager mon repas. Le permettra-t-elle? Quel inconvénient y a-t-il à cela? Oh, très bien. De cette façon, nous ne nous quitterons pas un instant. Eh bien, descendez chez elle pour lui faire votre demande. Je me sens la tête lourde. Je vais faire un tour au jardin. Allez, et où vous retrouverai-je? Ici, dans une heure. Ici, dans une heure. Oh, vous êtes bonne, et je vous remercie. Comment ne m'intéresse-je pas à vous? Quand vous ne seriez pas belle et charmante, n'êtes-vous pas l'amie d'un de mes meilleurs amis? Cher d'Artagnan, oh, comme il vous remerciera! Je l'espère bien. Allons, tout est convenu, descendons. Vous allez au jardin? Oui. Suivez ce corridor. Un petit escalier vous y conduit. À merveille, merci. Et les deux femmes se quittèrent en échangeant un charmant sourire. Milady avait dit la vérité. Elle avait la tête lourde, car ses projets mal classés s'y heurtaient comme dans un chaos. Elle avait besoin d'être seule pour mettre un peu d'ordre dans ses pensées. Elle voyait vaguement dans l'avenir, mais il lui fallait un peu de silence et de quiétude pour donner à toutes ses idées, encore confuses, une forme distincte, un plan arrêté. Ce qu'il y avait de plus pressé, c'était d'enlever Mme Bonacieux, de la mettre en lieu de sûreté, et là, le cas échéant, de s'en faire un otage. Milady commençait à redouter l'issue de ce duel terrible, où ses ennemis mettaient autant de persévérance qu'elle mettait, elle, d'acharnement. D'ailleurs elle sentait, comme on sent venir un orage, que cette issue était proche, et ne pouvait manquer d'être terrible. Le principal pour elle, comme nous l'avons dit, était donc de tenir Mme Bonacieux entre ses mains. Mme Bonacieux, c'était la vie de d'Artagnan. C'était plus que sa vie. C'était celle de la femme qu'il aimait. C'était, en cas de mauvaise fortune, un moyen de traiter et d'obtenir sûrement de bonnes conditions. Or ce point était arrêté. Mme Bonacieux, sans défiance, la suivait. Une fois caché avec elle à Armentières, il était facile de lui faire croire que d'Artagnan n'était pas venu à Béthune. Dans 15 jours au plus, Rochefort serait de retour.
Pendant ces 15 jours, d'ailleurs, elle aviserait à ce qu'elle aurait à faire pour se venger des 4 amis. Elle ne s'ennuierait pas, Dieu merci, car elle aurait le plus doux passe-temps que les événements pussent accorder à une femme de son caractère, une bonne vengeance à perfectionner. Tout en rêvant, elle jetait les yeux autour d'elle et classait dans sa tête la topographie du jardin. Milady était comme un bon général, qui prévoit tout ensemble la victoire et la défaite, et qui est tout prêt, selon les chances de la bataille, à marcher en avant ou à battre en retraite. Au bout d'une heure, elle entendit une douce voix qui l'appelait. C'était celle de Mme Bonacieux. La bonne abbesse avait naturellement consenti à tout, et pour commencer, elles allaient souper ensemble. En arrivant dans la cour, elles entendirent le bruit d'une voiture qui s'arrêtait à la porte. « Entendez-vous » dit-elle. « Oui, le roulement d'une voiture. C'est celle que mon frère nous envoie. Oh, mon Dieu! Voyons, du courage !» On sonna à la porte du couvent. Milady ne s'était pas trompée. « Montez dans votre chambre, dit-elle à Mme Bonacieux. Vous avez bien quelques bijoux que vous désirez emporter. »« J'ai ces lettres, dit-elle. »« Eh bien, allez les chercher et venez me rejoindre chez moi. Nous souperons à la hâte. Peut-être voyagerons-nous une partie de la nuit, il faut prendre des forces. »« Grand Dieu !» dit Mme Bonacieux, en mettant la main sur sa poitrine. « Le cœur m'étouffe, je ne puis marcher. »« Du courage, allons, du courage. Pensez que dans un quart d'heure vous êtes sauvée, et songez que ce que vous allez faire, c'est pour lui que vous le faites. »« Oh oui, tout pour lui. Vous m'avez rendu mon courage par un seul mot. Allez, je vous rejoins. » Milady monta vivement chez elle. Elle y trouva le laquais de Rochefort et donna ses instructions. Il devait attendre à la porte. Si par hasard les mousquetaires passaient, la voiture partait au galop, faisait le tour du couvent et allait attendre Milady à un petit village qui était situé de l'autre côté du bois. Dans ce cas, Milady traversait le jardin et gagnait le village à pied. Nous l'avons déjà dit, Milady connaissait à merveille cette partie de la France. Si les mousquetaires ne paraissaient pas, les choses allaient comme il était prévu. Mme Bonacieux montait dans la voiture sous prétexte de lui dire adieu, et Milady enlevait Mme Bonacieux. Mme Bonacieux entra, et pour lui ôter tout soupçon, si elle en avait, Milady répéta devant elle, au laquais, toute la dernière partie de ses instructions. Milady fit quelques questions sur la voiture. C'était une chaise attelée de 3 chevaux, conduite par un postillon. Le laquais de Rochefort devait le précéder en courrier. C'était à tort que Milady craignait que Mme Bonacieux n'eût des soupçons. La pauvre jeune femme était trop pure pour soupçonner dans une autre femme une telle perfidie. D'ailleurs, le nom de la comtesse de Winter, qu'elle avait entendu prononcer par l'abbesse, lui était parfaitement inconnu, et elle ignorait même qu'une femme eût une part si grande et si fatale au malheur de sa vie. « Vous le voyez, dit Milady, lorsque le laquais fut sorti, tout est prêt. L'abbesse ne se doute de rien et croit qu'on me vient chercher de la part du cardinal. Cet homme va donner les derniers ordres. Prenez la moindre chose, buvez un doigt de vin, et partons. »« Oui, dit machinalement Mme Bonacieux. Oui, partons. » Milady lui fit signe de s'asseoir devant elle, lui versa un petit verre de vin d'Espagne et lui servit un blanc de poulet. « Voyez, lui dit-elle, si tout ne nous seconde pas, voici la nuit qui vient. Au point du jour, nous serons arrivés dans notre retraite, et nul ne pourra se douter où nous sommes. Voyons, du courage, prenez quelque chose. » Mme Bonacieux mangea machinalement quelques bouchées, et trempa ses lèvres dans son verre. « allons donc, dit Milady, portant le sien à ses lèvres. Faites comme moi. » Mais au moment où elle l'approchait de sa bouche, sa main resta suspendue. Elle venait d'entendre sur la route comme le roulement lointain d'un galop qui allait s'approchant, puis, presque en même temps, il lui sembla entendre des hennissements de chevaux. Ce bruit la tira de sa joie comme un bruit d'orage réveille au milieu d'un beau rêve. Elle pâlit et courut à la fenêtre, tandis que Mme Bonacieux, se levant toute tremblante,
s'appuyait sur sa chaise pour ne point tomber. On ne voyait rien encore, seulement on entendait le galop qui allait toujours se rapprochant. Oh mon Dieu, dit Mme Bonacieux, qu'est-ce que ce bruit? Celui de nos amis ou de nos ennemis, dit Milady avec son sang-froid terrible. Restez où vous êtes, je vais vous le dire. Mme Bonacieux demeura debout, muette, immobile, et pâle comme une statue. Le bruit devenait plus fort. Les chevaux ne devaient pas être à plus de 150 pas. Si on ne les apercevait point encore, c'est que la route faisait un coude. Toutefois, le bruit devenait si distinct qu'on eût pu compter les chevaux par le bruit saccadé de leurs fers. Milady regardait de toute la puissance de son attention. Il faisait juste assez clair pour qu'elle pût reconnaître ceux qui venaient. Tout à coup, au détour d'un chemin, elle vit reluire des chapeaux galonnés et flotter des plumes. Elle compta 2, puis 5, puis 8 cavaliers. L'un d'eux précédait tous les autres de 2 longueurs de cheval. Milady poussa un rugissement étouffé. Dans celui qui tenait la tête, elle reconnut d'Artagnan. « Oh mon Dieu s'écria Mme Bonacieux. Qu'y a-t-il donc? C'est l'uniforme des gardes de monsieur le cardinal. Pas un instant à perdre, s'écria Milady. Fuyons, fuyons. Oui, oui, fuyons, répéta Mme Bonacieux, mais sans pouvoir faire un pas, clouée qu'elle était à sa place par la terreur. On entendit les cavaliers qui passaient sous la fenêtre. Venez donc, mais venez donc, s'écria Milady, en essayant de traîner la jeune femme par le bras. Grâce au jardin, nous pouvons fuir encore. J'ai la clef, mais hâtons-nous. Dans 5 minutes, il serait trop tard. Mme Bonacieux essaya de marcher, fit 2 pas et tomba sur ses genoux. Milady essaya de la soulever et de l'emporter, mais elle ne put en venir à bout. En ce moment, on entendit le roulement de la voiture, qui, à la vue des mousquetaires, partait au galop. Puis, 3 ou 4 coups de feu retentirent. « Une dernière fois, voulez-vous venir » s'écria Milady. « Oh, mon Dieu, vous voyez bien que les forces me manquent. Vous voyez bien que je ne puis marcher. Fuyez seul. »« Fuir seul? Vous laisser ici? Oh non, jamais !» s'écria Milady. Tout à coup, un éclair livide jaillit de ses yeux. D'un bond, éperdue, elle courut à la table, versa dans le verre de Mme Bonacieux le contenu d'un chaton de bague qu'elle ouvrit avec une promptitude singulière. C'était un grain rougeâtre qui se fondit aussitôt. Puis, prenant le verre d'une main ferme, « Buvez, dit-elle, ce vin vous donnera des forces. Buvez. » Et elle approcha le verre des lèvres de la jeune femme, qui but machinalement. « Ah, ce n'est pas ainsi que je voulais me venger, dit Milady, en reposant avec un sourire infernal le verre sur la table. Mais ma foi, on fait ce qu'on peut. Et elle s'élança hors de l'appartement. Mme Bonacieux la regarda fuir sans pouvoir la suivre. Elle était comme ces gens qui rêvent, qu'on les poursuit et qui essaient vainement de marcher. Quelques minutes se passèrent, un bruit affreux retentissait à la porte. À chaque instant, Mme Bonacieux s'attendait à voir reparaître Milady, qui ne reparaissait pas. Plusieurs fois, de terreur sans doute, la sueur froide monta à son front brûlant. Enfin, elle entendit le grincement des grilles qu'on ouvrait, le bruit des bottes et des éperons retentis par les escaliers. Il se faisait un grand murmure de voix qui allaient se rapprochant, et au milieu desquelles il lui semblait entendre prononcer son nom. Tout à coup, elle jeta un grand cri de joie et s'élança vers la porte. Elle avait reconnu la voix de d'Artagnan. « D'Artagnan, d'Artagnan !» s'écria-t-elle. « Est-ce vous? Par ici, par ici !»« Constance, Constance !» répondit le jeune homme. « Où êtes-vous, mon Dieu ?» Au même moment, la porte de la cellule céda au choc plutôt qu'elle ne s'ouvrit. Plusieurs hommes se précipitèrent dans la chambre. Mme Bonacieux était tombée dans un fauteuil sans pouvoir faire un mouvement. D'Artagnan jeta un pistolet encore fumant qu'il tenait à la main.
et tomba à genoux devant sa maîtresse. Athos repassa le sien à sa ceinture. Porthos et Aramis, qui tenaient leurs épées nues, les remirent au fourreau. Oh, D'Artagnan, mon bien-aimé D'Artagnan, tu viens donc enfin. Tu ne m'avais pas trompé, c'est bien toi. Oui, oui, Constance, réunie. Oh, elle avait beau dire que tu ne viendrais pas. J'espérais sourdement. Je n'ai pas voulu fuir. Oh, comme j'ai bien fait. Comme je suis heureuse. À ce mot, elle, Athos, qui s'était assis tranquillement, se leva tout à coup. Elle? Qui elle? Demanda D'Artagnan. Mais ma compagne, celle qui par amitié pour moi voulait me soustraire à mes persécuteurs, celle qui, vous prenant pour des gardes du cardinal, vient de s'enfuir. Votre compagne, s'écria D'Artagnan, devenant plus pâle que le voile blanc de sa maîtresse. De quelle compagne voulez-vous donc parler? De celle dont la voiture était à la porte, d'une femme qui se dit votre amie, D'Artagnan, d'une femme à qui vous avez tout raconté. Son nom, son nom, s'écria D'Artagnan. Mon Dieu, ne savez-vous donc pas son nom? C'est fait, on l'a prononcé devant moi. Attendez, mais c'est étrange. Oh mon Dieu, ma tête se trouble, je n'y vois plus. À moi, mes amis, à moi. Ses mains sont glacées, s'écria D'Artagnan. Elle se trouve mal. Grand Dieu, elle perd connaissance. Tandis que Porthos appelait au secours de toute la puissance de sa voix, Aramis courut à la table pour prendre un verre d'eau. Mais il s'arrêta en voyant l'horrible altération du visage d'Athos, qui, debout devant la table, les cheveux hérissés, les yeux glacés de stupeur, regardait l'un des verres et semblait en proie au doute le plus terrible. Oh, disait Athos, oh non, c'est impossible. Dieu ne permettrait pas un pareil crime. De l'eau, criait D'Artagnan, de l'eau. Pauvre femme, murmurait Athos d'une voix brisée. Mme Bonacieux rouvrit les yeux sous les baisers de D'Artagnan. Elle revient à elle, s'écria le jeune homme. Oh mon Dieu, je te remercie. Madame, dit Athos, madame, au nom du ciel, à qui ce verre vide? À moi, monsieur, répondit la jeune femme d'une voix mourante. Mais qui vous a versé ce vin qui était dans ce verre? Elle. Mais qui donc elle? Ah, je me souviens, dit Mme Bonacieux. La comtesse de Winter. Les quatre amis poussèrent un seul et même cri, mais celui d'Athos domina tous les autres. En ce moment, le visage de Mme Bonacieux devint livide. Une douleur sourde la terrassa. Elle tomba haletante dans les bras de Porthos et d'Aramis. D'Artagnan saisit les mains d'Athos avec une angoisse difficile à décrire. « Et quoi, dit-il, tu crois ?» Sa voix s'éteignit dans un sanglot. « Je crois tout, » dit Athos, en se mordant les lèvres jusqu'au sang. « D'Artagnan, D'Artagnan, s'écria Mme Bonacieux, où es-tu? Ne me quitte pas, tu vois bien que je vais mourir. » D'Artagnan lâcha les mains d'Athos, qu'il tenait encore entre ses mains crispées, et courut à elle. Son visage si beau était tout bouleversé. Ses yeux vitreux n'avaient déjà plus de regard. Un tremblement convulsif agitait son corps, la sueur coulait sur son front. « Au nom du ciel, courez appeler Porthos, Aramis, demandez du secours. »« Inutile, dit Athos, inutile. Au poison qu'elle verse, il n'y a pas de contrepoison. »« Oui, oui, du secours, murmura Mme Bonacieux, du secours. Puis, rassemblant toutes ses forces, elle prit la tête du jeune homme entre ses deux mains, le regarda un instant comme si toute son âme était passée dans son regard, et avec un cri sanglotant, elle appuya ses lèvres sur les siennes. « Constance, Constance !» s'écria D'Artagnan. Un soupir s'échappa de la bouche de Mme Bonacieux, effleurant celle de D'Artagnan. Ce soupir, c'était cette âme si chaste et si aimante qui remontait au ciel. D'Artagnan,
ne serrait plus qu'un cadavre entre ses bras. Le jeune homme poussa un cri et tomba près de sa maîtresse, aussi pâle et aussi glacé qu'elle. Porthos pleura. Aramis montra le poing au ciel. Athos fit le signe de la croix. En ce moment, un homme parut sur la porte, presque aussi pâle que ceux qui étaient dans la chambre, et regarda tout autour de lui, vit Mme Bonacieux morte et D'Artagnan évanoui. Il apparaissait juste à cet instant de stupeur qui suit les grandes catastrophes. Je ne m'étais pas trompé, dit-il. Voici là monsieur d'Artagnan, et vous êtes ses trois amis, messieurs Athos, Porthos et Aramis. Ceux dont les noms venaient d'être prononcés regardaient l'étranger avec étonnement. Il leur semblait à tous trois le reconnaître. Messieurs, reprit le nouveau venu, vous êtes comme moi à la recherche d'une femme qui, ajouta-t-il avec un sourire terrible, a dû passer par ici, car j'y vois un cadavre. Les trois amis restèrent muets. Seulement, la voix comme le visage leur rappelait un homme qu'ils avaient déjà vu. Cependant, ils ne pouvaient se souvenir dans quelles circonstances. Messieurs, continua l'étranger, puisque vous ne voulez pas reconnaître un homme qui probablement vous doit la vie deux fois, il faut bien que je me nomme. Je suis lord de Winter, le beau-frère de cette femme. Les trois amis jetèrent un cri de surprise. Athos se leva et lui tendit la main. Soyez le bienvenu, milord, dit-il. Vous êtes des nôtres. Je suis parti 5 heures après elle de Portsmouth, dit lord de Winter. Je suis arrivé 3 heures après elle à Boulogne. Je l'ai manqué de 20 minutes à Saint-Omer. Enfin, à Lillers, j'ai perdu sa trace. J'allais au hasard m'informant à tout le monde, quand je vous ai vu passer au galop. J'ai reconnu M. d'Artagnan. Je vous ai appelé, vous ne m'avez pas répondu. J'ai voulu vous suivre, mais mon cheval était trop fatigué pour aller du même train que les vôtres. Et cependant, il paraît que malgré la diligence que vous avez faite, vous êtes encore arrivé trop tard. Vous voyez, dit Athos, en montrant à lord de Winter Mme Bonacieux morte, et d'Artagnan, que Porthos et Aramis essayaient de rappeler à la vie. Sont-ils donc morts tous deux demanda froidement lord de Winter. Non, heureusement, répondit Athos. Monsieur d'Artagnan n'est qu'évanoui. Ah, tant mieux, dit lord de Winter. En effet, en ce moment, d'Artagnan rouvrit les yeux. Il s'arracha des bras de Porthos et d'Aramis et se jeta comme un insensé sur le corps de sa maîtresse. Athos se leva, marcha vers son ami d'un pas lent et solennel, l'embrassa tendrement et comme il éclatait en sanglots, lui dit de sa voix si noble et si persuasive: Ami, sois homme. Les femmes pleurent les morts, les hommes les vengent. Oh oui, dit d'Artagnan, oui, si c'est pour la venger, je suis prêt à te suivre. Athos profita de ce moment de force que l'espoir de la vengeance rendait à son malheureux ami pour faire signe à Porthos et à Aramis d'aller chercher la supérieure. Les deux amis la rencontrèrent dans le corridor, encore toute troublée et tout éperdue de tant d'événements. Elle appela quelques religieuses qui, contre toutes les habitudes monastiques, se trouvèrent en présence de 5 hommes. Madame, dit Athos, en passant le bras de d'Artagnan sous le sien, nous abandonnons à vos soins pieux le corps de cette malheureuse femme. Ce fut un ange sur la terre avant d'être un ange au ciel. Traitez-la comme une de vos sœurs. Nous reviendrons un jour prier sur sa tombe. D'Artagnan cacha sa figure dans la poitrine d'Athos et éclata en sanglots. Pleure, dit Athos, pleure, cœur plein d'amour, de jeunesse et de vie. Hélas, je voudrais bien pouvoir pleurer comme toi. Et il entraîna son ami, affectueux comme un père, consolant comme un prêtre, grand comme l'homme qui a beaucoup souffert. Tous 5, suivis de leurs valets, tenant leurs chevaux par la bride, s'avancèrent vers la ville de Béthune, dont on apercevait le faubourg, et ils s'arrêtèrent devant la première auberge qu'ils rencontrèrent.
Mais, dit D'Artagnan, ne poursuivons-nous pas cette femme? Plus tard, dit Athos, j'ai des mesures à prendre. Elle nous échappera, reprit le jeune homme. Elle nous échappera, Athos, et ce sera ta faute. Je réponds d'elle, dit Athos. D'Artagnan avait une telle confiance dans la parole de son ami qu'il baissa la tête et entra dans l'auberge sans rien répondre. Porthos et Aramis se regardaient, ne comprenant rien à l'assurance d'Athos. Lord de Winter croyait qu'il parlait ainsi pour engourdir la douleur de D'Artagnan. Maintenant, messieurs, dit Athos, lorsqu'il se fut assuré qu'il y avait 5 chambres de libres dans l'hôtel, retirons-nous chacun chez soi. D'Artagnan a besoin d'être seul pour pleurer, et vous pour dormir. Je me charge de tout. Soyez tranquilles. Il me semble cependant, dit lord de Winter, que s'il y a quelque mesure à prendre contre la comtesse, cela me regarde, c'est ma belle-sœur. Et moi, dit Athos, c'est ma femme. D'Artagnan tressaillit, car il comprit qu'Athos était sûr de sa vengeance, puisqu'il révélait un pareil secret. Porthos et Aramis se regardèrent en pâlissant. Lord de Winter pensa qu'Athos était fou. Retirez-vous donc, dit Athos, et laissez-moi faire. Vous voyez bien qu'en ma qualité de mari, cela me regarde. Seulement, D'Artagnan, si vous ne l'avez pas perdu, remettez-moi ce papier qui s'est échappé du chapeau de cet homme et sur lequel est écrit le nom de la ville. Ah, dit D'Artagnan, je comprends. Ce nom écrit de sa main. Tu vois bien, dit Athos, qu'il y a un Dieu dans le ciel. Chapitre 63.